compagnons, camarades, citoyennes, citoyens, françaises, français et les autres, bienvenue dans Enquête de politique, l'émission qui accompagne la recomposition du paysage politique. Tous les samedis, après le journal de 18h, et quand vous voulez, grâce au podcast, je vous propose d'explorer la genèse, les racines d'une idée politique, les idées d'aujourd'hui, celles qui vont structurer notre monde et sur lesquelles il faudra débattre, peut-être même se battre. Ces idées viennent de loin, prennent leur source dans le passé de nos démocraties, dans les rêves fous des utopistes, les colères populaires, l'intérêt des puissants, les croyances, les espérances, les expériences sociales, les guerres et les révolutions, les crises économiques et maintenant climatiques, les folies collectives, la raison de quelques-uns ou l'inverse, parce que nous sommes un peu perdus, que la désaffiliation politique et l'abstention sont majoritaires. Dans Enquête de politique, nous explorerons un isme, une idée, son histoire, son poids dans nos consciences, sa marque sur les débats qui nous agitent. Enquête de politique. Thomas Legrand sur France Inter. Aujourd'hui, le pacifisme, première partie, une idée d'avant-guerre. Il n'y a plus qu'une seule chance pour le maintien de la paix, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces et que nous demandions à tous ces prolétaires, français, anglais, allemands, italiens, russes, de s'unir. Aujourd'hui, beaucoup de militaires russes refusent tout simplement d'aller à la guerre. Et ceux qui y vont n'ont pas de motivation. C'est pour cela que Poutine essaye de recruter des gens en prison et des vieux. Pourquoi n'y a-t-il plus de pacifistes, en France du moins, plus de mouvements organisés, en dehors de quelques groupuscules libertaires, de quelques sectes religieuses, alors qu'il y a toujours des guerres et maintenant même la guerre en Europe ? Bien sûr, des personnalités, des partis politiques s'opposaient aux interventions de la France au Sahel, par exemple, ou alors regretter que la France participe à l'aide militaire envers l'Ukraine, mais il ne s'agit pas, à proprement parler, de pacifisme, plutôt de dénonciation d'un choix géopolitique. Quand Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon contestent l'envoi de matériel militaire français en Ukraine, pour combattre l'armée russe, font-ils preuve de pacifisme ou choisissent-ils un camp en choisissant de ne pas aider l'agresseur sans oser dire qu'ils sont en réalité, pour certains en tout cas, et surtout à l'extrême droite, qu'ils sont en réalité du côté de l'agresseur. Quand la France, de 2003, s'opposait à l'ONU, à l'invasion de l'intervention américaine en Irak, faisait-elle preuve de pacifisme ou dénonçait-elle simplement une mauvaise guerre basée sur un mensonge ? C'est toute la question de l'histoire ambiguë du pacifisme. Il faut, pour bien comprendre cette idée, pour en appréhender les contours peu nets, revenir sur son origine et revisiter l'histoire du pacifisme depuis son apparition en tant qu'idée politique dans la première moitié du 19e siècle. C'est ce que nous allons faire dans ce premier épisode d'Enquête de politique sur le sujet. Et samedi prochain, nous poursuivrons notre voyage en pacifisme. Peace now. La paix maintenant, la paix immédiate. À Washington, sur le parvis du Capitole, la première manifestation géante pour la paix immédiate au Vietnam 71, la plus importante. Non à la guerre, oui à la paix. Environ 2000 manifestants pacifiques se sont rassemblés tout à l'heure, place de la République à Paris. Des milliers de manifestants se sont rassemblés partout en France pour dénoncer la guerre et soutenir les Ukrainiens. Alors à partir de quand les hommes ont-ils commencé collectivement à se dire qu'il fallait mettre un terme aux guerres ? Pour explorer les débuts du mouvement pacifiste, j'ai interrogé d'abord Jean-Michel Gueux, maître de conférences en histoire contemporaine à la Sorbonne et auteur de plusieurs ouvrages traitant du pacifisme dont Gagner la paix, 1914-1929, aux éditions de la Sorbonne. Un mouvement organisé, structuré qui défend la paix apparaît au début du 19e siècle dans l'espace anglo-américain, puisque la première société pacifiste naît aux États-Unis en 1815, puis en Angleterre en 1816. C'est surtout l'héritage de cette période très tourmentée qu'a vécue l'Europe, les guerres révolutionnaires et napoléoniennes, et l'idée de ces pacifistes américains qui sont des protestants quakers, qui ont un rapport à la paix très intransigeant, c'est-à-dire que nulle cause ne saurait justifier la guerre, et donc ce pacifisme anglo-saxon a un peu de mal à atteindre le continent. Il le fait pourtant
dès la première moitié du 19e siècle, mais c'est surtout dans la seconde moitié du 19e siècle que va naître en France, avant la guerre franco-allemande de 1870, les premiers mouvements pacifistes, tels qu'on peut les qualifier de mouvements qui cherchent à lutter pour la paix, mais donner un côté positif à la paix, et qui ne serait pas un côté religieux, mais surtout un côté juridique. Le pacifisme apparaît d'ailleurs pas sous le nom de pacifisme, puisque ce terme des pacifistes est inventé au début du XXe siècle. À l'époque, on parle plutôt en France de société des amis de la paix, et la première société qui a un message vraiment orienté vers la paix, mais dont c'est pas le but exclusif, c'est la Société de la morale chrétienne, qui est présidée par le duc de la Rochefoucauld-Liancourt, et qui est créée donc en 1821, dans lequel, dans cette société, on va retrouver des gens assez célèbres comme Guizot, comme Benjamin Constant, comme Lamartine, etc. C'est plutôt d'ailleurs dans les années 1830 qu'ils vont réfléchir à l'idée de paix. Donc ce n'est pas une société pacifiste en tant que telle, c'est-à-dire son but n'est pas uniquement la paix. Mais là aussi, il y a un fondement religieux qui rapproche un peu finalement de l'esprit anglo-saxon, où il y avait un pacifisme à forte dimension religieuse. Oui, alors le pacifisme est donc d'abord une aspiration religieuse, mais au XIXe siècle, dans la deuxième partie du XIXe siècle, c'est par le libéralisme, le libre-échange, la foi dans le progrès que l'idée d'une paix inéluctable apparaît. Il y a une tradition libérale dans le pacifisme français qui va d'ailleurs inspirer bon nombre d'initiatives. Par exemple, sous le Second Empire, en 1860, le traité de libre-échange avec l'Angleterre, qui va d'ailleurs essaimer un peu l'exemple, va essaimer dans le reste de l'Europe. Cette tradition du libre-échange, elle est vraiment à relier avec ces premiers efforts qui sont nés dans les années 1830 et 1840. C'était l'idée que le commerce et la liberté du commerce, les échanges permettaient au peuple de se connaître et surtout de créer des interdépendances qui allaient peut-être interdire toute guerre. Exactement, c'est-à-dire que ces mouvements qui défendent la paix se rattachent aussi à une tradition héritée des Lumières. On peut dire que les physiocrates, par exemple, à la fin du XVIIIe siècle, par l'idée du libre-échange, ont déjà commencé à former une doctrine assez précise visant à développer le commerce comme moyen de rapprocher les peuples. Et là, il y a une connexion assez forte aussi avec les idées qui sont développées en Grande-Bretagne, notamment autour de Richard Cobden. Et finalement, il y a des échanges qui sont assez forts entre les deux rives de la Manche. La paix par l'économie, mais aussi dans ce siècle qui voit naître les États de droit, la paix par le droit. C'est justement dans ce moment de fièvre révolutionnaire et de guerre en Europe que Kant, en 1795, va publier un petit ouvrage qui s'appelle « Vers la paix perpétuelle », qui est en quelque sorte un ouvrage qui va connaître une certaine notoriété et qui sera encore largement lu durant tout le XIXe siècle et le XXe siècle. Et je dirais que la plupart des pacifistes européens se revendiqueront aussi de cet héritage de Kant. L'état de paix parmi des hommes vivant les uns aux côtés des autres n'est pas un état de nature. Emmanuel Kant, philosophe. Celui-ci est bien plutôt un état de guerre. Même si les hostilités n'éclatent pas, elles constituent pourtant un danger permanent. L'état de paix doit donc être institué, car s'abstenir d'hostilité, ce n'est pas encore s'assurer la paix. Et, sauf si celle-ci est garantie entre voisins, ce qui ne peut se produire que dans un état légal, chacun peut traiter en ennemi celui qui l'a exhorté à cette fin. Le postulat est tous les hommes qui peuvent agir les uns sur les autres de manière réciproque doivent appartenir à une constitution civique quelconque. Mais elle est nécessaire par rapport à l'idée de paix perpétuelle. Car si un seul d'entre eux se trouvait dans un rapport d'influence physique avec l'autre, et cependant à l'état de nature, l'état de guerre y serait lié, et le dessein est justement ici de s'en délivrer. Dans l'idée de Kant, il y a plusieurs manières de construire la paix. La première chose, c'est le régime politique des États qui vont s'associer. Il insiste sur la forme républicaine, c'est-à-dire il faut que ce soit des États qui, en quelque sorte, respectent une constitution républicaine, dans le sens où républicaine n'est pas forcément antagoniste avec le terme de monarchie, mais il faut absolument que le régime s'accompagne d'un système représentatif
législatif et que les pouvoirs soient séparés. Quand vous dites républicaine, c'est démocratique au sens plus large? Voilà, c'est le sens démocratique, ou en tout cas, il faut qu'il y ait un fonctionnement où les pouvoirs soient séparés, donc il ne s'agit pas d'une monarchie absolue. Voilà, avec des contre-pouvoirs. On est encore dans l'héritage des Lumières aussi. Dans l'héritage des Lumières et dans la veine libérale. Oui, tout à fait. Le début. Voilà. En tout cas, oui. Et son projet, en fait, pour faire la paix et construire la paix entre les peuples européens, puisque c'est eux qui sont principalement visés, c'est de former une confédération d'États libres. Donc on peut dire que ce projet est aussi un peu une anticipation du projet européen, puisque c'est par la fédération, c'est un projet assez politique en réalité, c'est par la fédération des États européens républicains que l'on aboutira à une paix durable. Mais à l'époque, Victor Hugo par exemple, il parle des États-Unis d'Europe, il parle de paix. Tout à fait. Alors là, évidemment, Victor Hugo, on est autour de 1849, notamment, puisque se tient à Paris, au moment où la France est devenue la Seconde République, se tient un congrès de pacifistes, et Victor Hugo a ce discours très célèbre où il parle des États-Unis d'Europe, qui doivent tendre la main aux États-Unis. De droit, et maintenant, en ce début du XXe siècle, devant l'émergence des nationalismes français et prussiens, c'est le socialisme internationaliste qui sera la source du pacifisme. Les socialistes considèrent que c'est le système capitaliste qui porte la guerre. Jean-Michel Gueux, historien du pacifisme. Et que donc pour avoir la paix, il faut sortir du système capitaliste. Et Jaurès aura cette formule assez célèbre en 1895 où il dira que la société capitaliste porte en elle la guerre comme la nuée dormante porte l'orage. Mais Jaurès réussit à faire un peu la synthèse finalement entre ce pacifisme ouvrier qui est donc violemment anti-capitaliste et aussi finalement ce pacifisme plus bourgeois qui défend des méthodes juridiques et notamment Jean Jaurès est tout à fait favorable à l'idée de l'arbitrage international. Il considère que c'est l'État qui refusera l'arbitrage international qui se montrera comme l'État agresseur. Et à ce moment-là, effectivement, les ouvriers devront refuser de se battre si c'est, par exemple, la France qui est l'État agresseur. Quand l'Autriche annexait la Bosnie-Herzégovine, nous n'avions le droit de lui opposer aucune remontrance puisque nous étions engagés au Maroc. Jean Jaurès, interprété ici par Bernard Fresson dans Jaurès, vie et mort d'un socialiste. Et que nous avions besoin de nous faire pardonner nos péchés en pardonnant les péchés des autres. Alors notre ministre des Affaires étrangères disait à l'Autriche « Nous vous passons la Bosnie-Herzégovine à condition que vous nous passiez le Maroc. » Et nous disions à l'Italie « Tu peux aller en Tripolitaine puisque moi je suis au Maroc. Tu peux voler à l'autre bout de la rue puisque moi j'ai volé à cette extrémité-ci. » Chaque peuple paraît à travers les rues de l'Europe avec sa petite torche et maintenant voilà l'incendie. Il n'y a plus, au moment où nous sommes menacés de meurtre et de sauvagerie, il n'y a plus qu'une seule chance pour le maintien de la paix et le salut de la civilisation, c'est que le prolétariat rassemble toutes ses forces, qui compte un grand nombre de frères, et que nous demandions à tous ces prolétaires, français, anglais, allemands, italiens, russes, que nous demandions à ces millions d'hommes de s'unir pour que le battement unanime de leur cœur écarte l'horrible cauchemar. Jaurès essaye de concilier et il y a un véritable rapprochement entre le mouvement ouvrier et le mouvement pacifiste plus bourgeois, qu'il y a aussi un pacifisme qui est beaucoup plus radical, qui est de l'antimilitarisme, qui est rejeté par les pacifistes bourgeois parce que ces pacifistes bourgeois considèrent que la défense nationale l'emporte sur finalement la paix et que si la France est agressée, il faut qu'elle se défende, donc ils ne remettent pas en cause la défense nationale, alors que les antimilitaristes considèrent que les ouvriers n'auront pas à participer à une guerre bourgeoise qui n'est pas la leur. Mais il y a effectivement un antimilitarisme assez bruyant qui se développe à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, notamment un socialiste, Gustave Hervé, qui fait beaucoup de bruit, qui lui-même paye son combat chèrement par des emprisonnements à répétition et qui finalement donne une vision du pacifisme qui est une vision plutôt antimilitariste mais qui ne correspond pas à la majorité des pacifistes français qui
qui sont beaucoup plus modérés, qui ne remettent pas en cause la défense nationale et qui davantage portent l'idée de régulation internationale. Est-ce vrai ? Quoi ? La mobilisation. Ce n'est pas possible. S'il y a la guerre, partirez-vous ? La guerre ? Extrait d'une adaptation pour la télévision de la pièce de Roger Martin Dugard, Les Thibauts. En 24 heures, elle peut s'abattre sur toute l'Europe. Vous ne voulez pas la guerre ? Eh bien, n'y allez pas ! Vous demandez... que faire ? Ne vous laissez pas faire ! Il y a encore une possibilité de salut. Une seule. Le refus. Isolément, chacun de nous ne peut rien. Mais rassemblés, fortement unis, nous pouvons tout. La presse vendue vous parle de guerre juste. Comme s'il pouvait être juste de condamner à la mort des millions d'innocents. La guerre en 1914 ne paraît pas si inéluctable qu'on le dit souvent. Un mouvement pacifiste, socialiste, mais aussi libéral existe. Et à la veille du conflit, le sentiment pacifiste est plus répandu que ce que l'histoire retient habituellement, nous dit Jean-Michel Gueux. Finalement, on a vaincu au XIXe siècle un certain nombre de fléaux, comme l'esclavage, comme un certain nombre de maladies endémiques, comme la prostitution. Donc la guerre, c'est un des fléaux de l'humanité qu'il faudra bien vaincre. Et donc on est dans cette idée-là que ce n'est pas du tout une fatalité. La guerre n'est pas une fatalité. C'est quand même une période où, pour la première fois, et l'idée que la paix est possible, la paix n'est pas forcément une utopie, mais c'est simplement le fait de prolonger les lignes des valeurs de la République et des Lumières qui s'installent en ce début de XXe siècle en France. L'idée de la paix est très importante et assez répartie, même si elle n'est pas générale. Et pourtant, on va vivre, en 1914, la guerre sans doute la plus terrible de l'histoire jusqu'à la prochaine, mais en tout cas, à l'époque, la guerre la plus terrible, la plus sanglante. C'est un paradoxe. Oui et non, c'est-à-dire que les pacifistes eux-mêmes avaient alarmé depuis longtemps sur l'idée que la prochaine guerre serait une guerre extrêmement meurtrière, catastrophique. La guerre moderne serait une tueuse d'hommes comme à nul autre pareil. Donc ils avaient alerté depuis longtemps à cette idée-là, en disant qu'il faut effectivement préparer la paix pour éviter ce fléau. Mais maintenant que la guerre est déclenchée, que la France est attaquée, eh bien c'est le réflexe patriotique qui joue. Parce que ces pacifistes ne sont pas des anti-patriotes, ne sont pas des apatrides. Ils ont toujours soutenu la défense nationale. Ce ne sont pas des objecteurs de conscience comme on pourrait le trouver dans les milieux anglo-américains. C'était possible d'éviter la guerre ? Vous, votre avis d'historien, est-ce que le rapport de force dans la société française pouvait amener un cabinet Jaurès-Caillaux, hypothétique, à conserver la paix ? Très clairement, ce n'est pas l'idée de la revanche qui inspire la guerre de 1914. C'est pas pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Ce n'est pas pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Non pas que les Français aient oublié la perte des chères provinces disparues, mais il y avait plus de 40 ans que ces provinces étaient dans l'orbite allemande. Et finalement, l'idée des pacifistes, notamment, c'était de trouver une solution à l'intérieur peut-être de l'ensemble allemand avec plus d'autonomie, ou en tout cas, peut-être qu'on pouvait trouver sur la question de l'Alsace-Lorraine une solution qui serait pacifique. Les pacifistes avaient bien conscience que c'était quand même un problème qui empêchait l'amitié franco-allemande et un rapprochement durable entre la France et l'Allemagne. Mais ils pensaient qu'il y avait d'autres moyens que la guerre. Thomas Legrand sur France Inter. Nous explorons aujourd'hui l'idée du pacifisme en quête de politique, et si vous avez loupé le début de cette émission, pas de problème, vous pouvez nous podcaster ou nous réécouter dimanche après le journal de 23h. 1914 donc, Jaurès est assassiné, la guerre est déclarée et c'est finalement l'union sacrée, vous l'avez entendu avec Jean-Michel Gueux, l'union sacrée, tous les partis politiques socialistes pacifistes d'hier compris s'en vont gaillardement en guerre, mais paradoxe, ça ne veut pas dire que le pacifisme est mort. Voilà la guerre pour la paix. Cette idée de la guerre pour la paix, qu'on retrouve dans la propagande officielle, c'est quelque chose qui fait écho quand même dans l'esprit d'un certain nombre de soldats des tranchées. Qu'est-ce que ça veut dire la guerre pour la paix ? Eh bien, ça veut dire que cette guerre doit être menée pour abattre notamment le militarisme allemand, l'impérialisme germanique, qui empêche l'Europe d'arriver à se mettre d'accord
pour établir une paix durable. Et en quelque sorte, le sacrifice que vont endurer les combattants dans les tranchées, eh bien, doit amener une paix durable. Il y a vraiment l'idée que l'on se bat pour amener à ses enfants la paix qui sera une paix longue et durable. Et on trouve cette idée-là dans toutes, je dirais, les sphères de l'opinion publique française, puisque même, je dirais, dans le camp nationaliste, par exemple, le commandant Drian, en 1915, il se fait acclamer devant la Chambre des députés en évoquant l'idée d'une dernière guerre, et il y a des applaudissements, car il dit, après cette guerre, nous aurons 100 ans de paix. Donc la der des der, voilà, au départ, c'est pas simplement après l'horreur des tranchées, c'est simplement abattons le dernier potentat antidémocratique, anti-républicain d'Europe, l'Allemagne prussienne, et faisons triompher la démocratie. C'était une guerre démocratie contre autocratie ou contre une Allemagne militarisée. Bon, sauf qu'il y avait quand même l'alliance franco-russe, où la société russe n'était pas particulièrement démocratique. Mais il y a bien l'idée que l'Allemagne s'opposait déjà depuis longtemps à la construction de la paix. Et cette opposition de l'Allemagne, il faut la faire remonter aux conférences internationales de la paix qui se déroule à La Haye en 1899 et en 1907, où, face à la résistance de l'Allemagne, on n'arrive pas à s'accorder sur l'idée de l'arbitrage obligatoire, qui était quand même la grande idée portée par Léon Bourgeois, la délégation française et un certain nombre de participants à ces conférences, qui ne sont pas des conférences pacifistes, qui sont des conférences de diplomates, qui réunissent en 1907 44 nations. C'est cette paix que, grâce à une telle armée, nous devons promettre non seulement à ceux qui rentrent de là-bas dans notre France, non seulement à ceux qui, au-delà de la barrière de feu, souffrent et résistent encore, mais encore et surtout à ceux qui ont succombé. Léon Bourgeois. Et qui, au moment où leurs yeux se fermaient sous ce ciel de France, qui, depuis 3 ans hélas, ne reflétait plus les couleurs françaises, ont eu certainement cette dernière pensée, ce dernier vœu. Fasse que mon sacrifice ne soit pas inutile. Fasse que nos souffrances et notre mort aient cette vertu que nos enfants ne connaîtront pas dans les générations futures de pareilles souffrances et de pareilles morts. Je suis de ceux qui ont contribué à faire insérer dans les conventions de La Haye le grand nom de la Société des Nations, comme le terme vers lequel doit s'acheminer l'humanité civilisée. Et je n'ai jamais cessé de travailler à rendre ce terme plus prochain. Mais pour que cette Société des Nations soit une réalité vivante et féconde, la réparation de toutes les injustices et le châtiment de tous les crimes, la mise de la force collective au seul service de la justice et du droit sont les conditions de la paix véritable, de la paix humaine. L'Allemagne ne croit pas à cet arbitrage international obligatoire parce qu'elle y voit finalement une limitation de sa souveraineté. Jean-Michel Gueux, historien du pacifisme. Même si Léon Bourgeois a beau insister sur l'idée que le droit international doit se construire dans la sauvegarde des souverainetés nationales, mais en réalité, un certain nombre d'États voient bien une réduction de leur droit à la guerre. Puisque faut bien penser que jusqu'en 1914, et même au-delà, le droit à la guerre est considéré comme légitime. Un État peut recourir à la guerre si notamment sa cause est juste. L'idée de la guerre juste, c'est quelque chose qui existe. Et ce qui explique que finalement, en 1914, les pacifistes se rallieront à l'effort de guerre parce qu'il y a une guerre juste, une guerre pour défendre le sol national qui est agressé injustement, et l'Allemagne qui elle-même viole les conventions qu'elle a signées, notamment s'agissant de la neutralité de la Belgique et du Luxembourg. La guerre, la boucherie de 14-18 ressuscite un mouvement pacifiste très puissant, bien sûr, le pacifisme post-traumatique. Il faut bien penser que dans la société française des années 20, il y a 6 millions d'anciens combattants, de gens qui ont approché de très près le feu, qui ont survécu et qui n'ont qu'une obsession finalement, c'est que la guerre ne revienne jamais. Donc ces gens-là installent durablement un idéal de paix. Mais au-delà de cela, il y a aussi toujours des associations pacifistes qui sont les héritières des associations du 19e siècle,
souvent ce sont les mêmes personnes, qui désormais militent pour la société-nation qui a été mise en place à la suite du traité de Versailles en 1919. Mais cette société-nation est une institution qui est encore jeune, fragile, qui ne répond pas complètement à l'idéal que l'on avait forgé du temps de guerre, où en France, on avait imaginé une société-nation qui serait en quelque sorte musclée, qui serait en quelque sorte accompagnée d'un bras armé qui, lorsqu'un État renierait sa parole et se lancerait dans une guerre d'annexion, de conquête, eh bien, trouverait face à lui une communauté internationale soudée qui viendrait le remettre dans le bon chemin. Donc c'est l'idée de la sécurité collective. Et on a vu dans les années 30 à quel point cette sécurité collective n'avait pas réussi. Et dans l'état d'esprit de la population, le poids de ces slogans, la der des der, plus jamais ça, est-ce que ce sont simplement des slogans militants ou c'est quelque chose de très répandu ? Alors, ça se répand de plus en plus, c'est-à-dire que plus on arrive vers les seconde moitié des années 20 et plus on voit à quel point, notamment dans les livres d'histoire, dans les programmes scolaires, la dimension pacifique joue un rôle très important. Quand le 11 novembre 1918, tout à coup, sur toute l'étendue de l'immense front qui barrait l'Europe d'un réseau de fils de fer barbelé de la mer du Nord aux Dardanelles, se furent apaisés les tonnerres. Joseph-Paul Beaucourt, député SFIO. Quand la sonnerie des cloches a seul rompu le silence, une immense espérance a traversé nos cœurs. Cette espérance, elle était faite du sentiment général et profond que c'était la dernière des guerres. Que ceux qui étaient morts pour que ce soit la dernière, que jamais plus le monde ne reverrait cette hécatombe. Et ce n'était pas seulement l'espérance des vivants, c'était la promesse suprême qui avait été faite à nos morts, à tous ceux qui étaient tombés sur les champs de bataille et dans les yeux desquels, quand ils se fermaient pour toujours, on aurait pu lire leur protestation suprême contre la guerre. Il est vrai que les instituteurs avec les anciens combattants sont vraiment ceux qui installent le sentiment pacifiste au cœur de la société. Les villes, les villages, il y a les monuments aux morts qu'on installe, il y a tous les estropiés dans les rues, sur les bancs, dans les squares, et la guerre est visible, très présente, et palpable. Voilà, c'est la grande différence finalement avec l'avant 1914, c'est que avant 1914, finalement, les anciens combattants de 1870 étaient assez peu visibles dans la société. Là, désormais, on est face à un grand nombre de mutilés, un grand nombre d'anciens combattants, de gueules cassées et de veuves éplorées. Donc là, le sentiment de la paix devient une sorte d'urgence, et il y a un homme qui va incarner justement, qui va sentir le sentiment de la population et se mettre complètement en adéquation avec ce sentiment. C'est Aristide Briand, qui est le ministre des Affaires étrangères entre 1925 et 1932, donc une grande continuité, qui est à la tête de la diplomatie française et qui va véritablement incarner lui-même cette idée de paix. On va le surnommer le pèlerin de la paix, et il a en 1930 cette formule disant « Tant que je serai là, il n'y aura pas la guerre ». Et donc il incarne, il personnifie ce combat pour la paix, et il a un soutien très large du Parlement et de l'opinion. Il y a un vrai courant briandiste qui s'installe et qui devient de plus en plus important pendant les années 20 et la seconde moitié des années 20. Eh bien, messieurs, Aristide Briand. Si les nations réunies pour réduire les armements, si à ce moment-là, elles ont la possibilité de cette parole et de ce geste, et si elles le produisent devant les peuples, écartant d'une main vigoureuse toute possibilité de crime, de guerre dans l'avenir, alors ce jour-là, les peuples pourront se réjouir, car la situation sera nette. Elle ne sera plus hypothéquée par l'effroyable risque de guerre, et qui est encore, dans la crise actuelle, une des causes profondes de sa réalité. Dans l'entre-deux-guerres, plus jamais ça, la der des der, ce pacifisme d'état de choc domine d'abord, et le pacifisme intégral, celui qui refuse la guerre en toutes circonstances, qui au 19e et au début du 20e était plutôt le fait de chrétiens, particulièrement de certains protestants, eh bien il se développe après la boucherie, les tranchées, bien au-delà des sphères religieuses. L'écrivain Romain Rolland en est l'une des figures. J'ai maintenu, en dépit de tout, la fraternité franco-allemande et, au-delà, européenne. Je fus pour cela, pendant 4 ans,
le Français le plus haï en France. Encore à l'heure présente, beaucoup de ceux qui avaient été mes amis d'avant 1914 ne me l'ont point pardonné. Qu'il en soit ainsi, je ne pouvais agir autrement. Si c'était à recommencer, je recommencerais. Mais devant la montée du nazisme et des fascismes européens, cette position, le pacifisme intégral, très en cours dans les milieux universitaires et littéraires, s'émousse. Peut-on rester pacifiste devant la barbarie qui se dresse ? Le spectre de la guerre pour la paix de Léon Bourgeois réapparaît. Le philosophe Paul Ricoeur, à la fin de sa vie, est revenu sur ce dilemme du pacifiste qui l'a toujours taraudé. J'ai eu toujours des hésitations fondamentales entre des tentations, je dirais, ou des pulsions pacifistes, et d'autre part un sens de la défense par la force du droit. Bon. Et je dirais que je n'ai jamais clairement résolu ce problème-là. Mais pour en venir précisément à mon retour en captivité, oui. Où est-ce que je vais quand je reviens d'Allemagne ? Eh bien, je vais dans un petit collège protestant de la Haute-Loire qui avait été pendant 5 ans le refuge de jeunes juifs. C'est le collège du Chambon-sur-Lignon. Et alors, c'était des pacifistes, n'est-ce pas ? Des gens qui ne voulaient pas participer à la guerre par les armes, mais par la résistance non-violence. Donc se rattachant à une tradition gandhiste, de la tradition que l'on retrouvera chez Martin Luther King, et c'est là que j'ai fait la connaissance des Quakers américains. C'était les Quakers qui avaient armé spirituellement les protestants du Chambon-sur-Lignon et les fondateurs de ce collège protestant, où j'ai passé donc 3 ans, et pendant ces 3 années, donc, j'ai été confronté, pendant surtout la période de la reconstruction, oui. À l'influence des Quakers, et c'était un peu au fond, une protestation contre la guerre en général, beaucoup plutôt que contre tel ou tel protagoniste de la guerre. Vous voyez, c'était une sorte de jugement global qui a réémergé périodiquement. J'ai des espèces de bouffées pacifistes ou gauchistes de temps en temps, 68, et confronté à, je dirais, un sens quasiment hegelien de la nécessité des institutions. Enquête de politique sur France Inter. Les années 30. Alors il faut revenir à Kant et à son projet de paix perpétuelle, rédigé en 1795, on l'a entendu en début d'émission. La paix n'est possible qu'entre voisins dans un état légal, dit le philosophe. Alors c'est un peu désespérant, mais c'est logique, la paix n'est possible qu'entre pays pacifiques et donc qui ont un état de droit. On est bien avancé. À la Société des Nations, à Genève, on tente justement de faire vivre cette légalité. Il faut écouter ce discours poignant et à vrai dire un peu désespéré de Léon Blum, le président du Conseil français, à la tribune de la SDN, de la Société des Nations, en 1936. Hitler est déjà au pouvoir depuis 3 ans et le droit des nations, c'est pas vraiment son affaire. Je n'achève pas, messieurs, par un cri d'alarme, mais par une protestation d'espoir et de confiance. Je voudrais dire par un acte de foi. Messieurs, ici, dans cette salle, nous sommes des délégations. Derrière chaque délégation, il y a un gouvernement. Derrière chaque gouvernement, il y a un peuple. Un peuple composé d'hommes et de femmes semblables les uns aux autres, mus par les mêmes sentiments et par les mêmes besoins. Il vous demande de mettre un terme à ce que Hugo appelait la grande insomnie du monde. Les hommes veulent retrouver le sommeil. Ils mettent leur espoir en vous. Que la Société des Nations sente la présence autour d'elle de cet espoir unanime, et pour ne pas le décevoir, messieurs, il suffit que vous preniez conscience de la force qu'il vous donne.
Alors pour finir cette émission, il y en aura 2, je vous rappelle, sur le pacifisme, je vous propose un joli document qui nous permet de bien comprendre la complexité du sentiment pacifiste, la chanson cultissime de Boris Vian, Le Déserteur, écrite en 1954, mais dans une version, ou plutôt dans 2 versions en même temps. Nous aurons les explications après la chanson de l'historien Tramor Kemener, historien de la guerre d'Algérie et du pacifisme. Ce sont les amis François Morel et Antoine Salaire qui ont eu l'idée de cette double interprétation, superposant la version antimilitariste et la version de pacifisme intégral. C'est une création réalisée pour le Festival de la Correspondance. Merci François Morel de nous avoir donné cette jolie version. Merci Thomas. Merci à Antoine Salaire aussi qui chante avec moi. Elle nous a permis de faire la différence entre le pacifisme intégral et le pacifisme, disons, antimilitariste et un peu plus agressif. Comment a réagi Mouloudji quand il a vu cette chanson, quand Boris Vian lui a apporté le texte? J'ai le souvenir d'une interview de Mouloudji où il disait que quand Boris Vian lui avait apporté le texte, il aimait beaucoup la chanson parce qu'elle était pacifiste, parce qu'elle disait des belles choses, mais il disait à l'époque c'était le président Coty et je n'avais rien contre le président Coty, alors il a transformé Monsieur le Président en Messieurs qu'on nomme grands, ce qui à mon avis est quand même beaucoup moins fort. Et vous savez que sur la pochette du disque, dans la discothèque de Radio France, il y a toujours le sceau de la censure. Ça ne m'étonne pas. Donc c'est Boris Vian qui l'a déposé à la SACEM en février 1954. Tramor Kemener, historien du pacifisme. On est juste à la fin de la guerre d'Indochine, enfin, fin de la guerre d'Indochine, on ne sait pas encore que c'est la fin, mais parce qu'il y a Dien Bien Phu qui va se jouer, là, la bataille de Dien Bien Phu qui se joue en ce printemps 1954, et qui se conclura par les accords de Genève et l'indépendance du Vietnam, on va dire, et de l'Indochine. Alors c'est une chanson qui n'est pas forcément faite contre la guerre d'Indochine, c'est une chanson qui est plus générale que ça, qui est dans ce cadre-là, néanmoins, et donc Mouloudji va le premier l'interpréter, mais pas avec la version originelle. La version originelle de Boris Vian est celle qui est beaucoup plus antimilitariste, révolutionnaire, pourrait-on dire, voilà, avec le déserteur qui est prêt à prendre les armes contre les gendarmes, donc c'est quasiment un appel à l'insurrection, alors que la chanson qui sera chantée par le Mouloudji, parce que Mouloudji s'aperçoit bien que ça va être une chanson qui va poser énormément de problèmes, et de fait, la première fois qu'il la chante, même avec la version pacifiste, où on appelle les gendarmes à pouvoir tirer en fait contre le pacifiste, qu'il est prêt à donner sa vie finalement pour la paix. Et cette version-là, en fait, se joue en plein moment où il y a la bataille de Dien Bien Phu. Dans la salle, en fait, il y a des huées, des bagarres qui se font, parce que c'est insupportable de pouvoir entendre cette chanson-là à ce moment-là. Cette chanson, par contre, elle a eu un impact très important, même si elle a été interdite, censurée. Elle a été interdite, et quand on retrouve le disque dans la discothèque de Radio France, il y a toujours sur la pochette originale le sceau de la censure. Terrible. La chanson, quand bien même elle est interdite, quand bien même elle va poser problème, et quand bien elle va circuler aussi, et finalement elle sera chantée aussi par les personnes qui vont refuser de participer à la guerre d'Algérie, qui vient juste après, puisque le déclenchement c'est novembre 1954, et donc il y a eu beaucoup plus l'opportunité, si l'on peut dire, pour des jeunes gens qui devaient participer aussi à cette guerre, parce que tous les jeunes appelés du contingent, on va dire 2 millions de soldats en totalité, 1 200 000 appelés du contingent, plus les rappelés. Tous les jeunes gens de 20 ans y sont allés, et beaucoup d'entre eux en fait aussi avaient cette chanson-là notamment en tête. Il y en a quelques autres aussi qui ont été chantées à cette période-là. C'est l'hymne des objecteurs de conscience, et c'est une chanson qui devient très populaire, qui est chantée autour des feux de camp, de réunions d'ados en France depuis 1954 en fait. Oui, complètement, ouais, tout à fait. C'est vraiment une réapparition qui s'est faite avec les années 70. Serge Ugeroyo, évidemment Renaud au début des années 80. Donc ça a été interprété, réinterprété. Donc c'est une chanson qui finalement qui transcende toutes les générations, qui est réinterprétée aussi aujourd'hui par des rappeurs. Donc on voit bien qu'il y a finalement un imaginaire autour de cette chanson-là. Elle continue de parler en fait aux jeunes générations aussi. Monsieur le Président, je vous fais une lettre que vous lirez peut-être.
si vous avez le temps. S'il faut donner son sang, allez, donnez le vôtre. Vous êtes bon apôtre, monsieur le président. Si vous me poursuivez, prévenez vos gendarmes que j'emporte des armes et que je sais tirer. Voilà, le déserteur en rap par Irascible. Alors vous avez entendu, on n'est plus du tout dans le pacifisme intégral. Et d'ailleurs, le clip à la fin, il y a des fusils, ça pétarade dans tous les sens. On n'est plus dans le pacifisme. France Inter, enquête de politique. Et c'est l'heure du livre d'Aurélie Marciro. Bonjour Aurélie. Bonjour Thomas. Aurélie, alors on fait une émission sur le pacifisme et vous nous parlez de guerre, de conflit avec un livre paru en 2019, Vers la guerre, la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide de Graham Allison. Alors Thomas, j'ai choisi ce livre non pas par amour de la contradiction, mais parce qu'il pose une question clé liée à notre thème. Comment éviter la guerre? Bon, ça va alors. Graham Allison est américain, prof à Harvard depuis 50 ans, spécialiste de politique, de sécurité et de géopolitique. Il a travaillé avec Bill Clinton et pour de multiples organisations internationales. Dans ce livre, un vrai best-seller mondial, l'auteur alerte sur les risques de conflit entre la Chine et les États-Unis, pris au piège de Thucydide, mais moi, c'est de ce piège dont je veux vous parler. Alors rappelez-nous Thucydide parce que Christophe Imbert ne voit pas du tout Christine. C'est un historien, Thucydide, témoin et auteur de la guerre du Péloponnèse qui opposa Sparte à Athènes en 420 notre ère. On peut dire que c'est un peu l'ancêtre de tous les profs de relations internationales. Christophe Imbert, c'est notre réalisateur. Et alors quel est ce fameux piège? C'est la peur inspirée à Sparte par l'ascension d'Athènes qui a rendu la guerre inévitable. Alors partant de ce propos de Thucydide sur la guerre du Péloponnèse, Allison élabore la théorie du piège en un mot. Quand une puissance ascendante menace de supplanter une puissance établie, le danger, savoir la guerre, n'est jamais loin. Et il a monté un programme d'études à Harvard et est arrivé à cette conclusion en balayant les 5 derniers siècles. C'est pas rien, 5 siècles. À 16 moments dans l'histoire, l'émergence d'un pays est venue perturber la domination d'un autre. Et sur ces 16, combien ont abouti selon vous à des guerres? Ouais, je sais pas. 12 guerres. Allison estime que mauvais ratio. Exactement. Allison estime que la période de paix que nous avons connue est une exception. Il prend des exemples de conflits dans l'histoire. Angleterre et Hollande au XVIIe pour la domination maritime, France et Allemagne en 1870, pour montrer qu'il ne faut pas s'attacher seulement aux faits qui déclenchent la guerre, par exemple l'assassinat de l'archiduc François Ferdinand pour la guerre de 14, mais, je cite, aux tensions tectoniques structurelles qui expliquent que des événements d'ordinaire maîtrisables par les États suscitent des actes d'une gravité imprévisible avec des effets inimaginables. C'est un livre plutôt pessimiste donc. Pas totalement, il donne des clés pour la paix aussi, mais ce qu'il est important à retenir, c'est qu'il faut toujours être conscient que la guerre est possible pour pouvoir l'éviter. Graham Allison, Vers la guerre, la Chine et l'Amérique dans le piège de Thucydide, chez Odile Jacob. Merci Aurélie, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Le pacifisme, c'est une longue histoire, complexe et protéiforme, à la fois politique et littéraire, philosophique et religieuse. Et donc, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour évoquer, on a déjà commencé à le faire avec Antoine Salaire et François Morel et leur double déserteur, pour évoquer donc le pacifisme d'après-guerre. Et nous allons faire la connaissance d'un personnage pas très connu, mais central et très attachant, Louis Lecoing. On n'a pas perdu son temps. Si mauvaise que soit la société, on a empêché du malheur. Parce que c'est ça, empêcher du malheur. Enquête de politique, le pacifisme, partie 1, c'est fini. Merci à Julien Michel aux manettes aujourd'hui. L'émission est bien sûr toujours mise en onde par Christophe Imbert. Les archives sont dénichées par Franck Olivard avec aujourd'hui une petite pépite. En 1917, vous l'avez entendu, la voix de Léon Bourgeois. On se retrouve donc la semaine prochaine à la même heure pour le pacifisme deuxième partie. D'ici là, n'oubliez pas, si vous ne vous intéressez pas à la politique, c'est la politique qui s'intéressera à vous.
pas de parti bonapartiste, pas de prétendant bonapartiste, voilà. Mais encore une fois, il est utile aussi pour scander notre histoire politique. C'est un moment important de l'histoire politique française. Les derniers députés bonapartistes, c'est 1924. Hein, donc alors évidemment pour eux le Second Empire était assez proche. C'était 50 ans avant, mais voilà, c'est une force qui, sur le plan politique, a disparu parce que elle n'a pas ce qu'il faut, c'est-à-dire l'incarnation.